Voilà, chers amis, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. J'espère que le son fonctionne correctement. Notre indicatif a été un petit peu malmené, à la suite d'un ajout un tout petit peu tardif des diapositives. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas faire 2 choses en même temps. En tout cas, j'espère que vous êtes en forme pour nous retrouver pour cette, 15e émission. J'avais envie de vous lire en introduction de cette émission, en fait, un message collecté, sur Telegram. Le nom de l'auteur va me revenir. Alors on l'a posté aujourd'hui sur, l'onglet, de la communauté de notre chaîne, sur lequel on poste beaucoup d'informations, quotidiennes, et donc ce message, on le doit en fait, dès que je vais avoir pu le localiser, heu, on le doit à Eric Montana. Merci à lui. Alors, je vais vous le lire en introduction et puis vous allez comprendre que ça valide parfaitement, la lecture de ce livre. Vous le constatez comme moi depuis plusieurs semaines, les médias, ce système criminel, préparent l'opinion publique à l'arrivée d'un nouveau variant baptisé Eris, ce qui signifie la discorde. Le pouvoir commence à relayer l'information pour lui donner un caractère plus officiel, le nouveau sinistre de la santé lui-même évoquant même la possibilité de rendre à nouveau le masque obligatoire, comme s'il pouvait ignorer sa totale inutilité. Mais qu'à cela ne tienne, cela fait partie du scénario pour que sur le plan des apparences, la nouvelle pandémie supposée frappe l'imaginaire des Français. Pour des gens mal informés et formatés à l'obéissance et à la soumission, notez bien ces deux mots, obéissance et soumission, la vision des gens masqués dans les rues est un élément visuel important qui contribue à rendre plus crédible encore cette nouvelle pandémie supposée. Mais quelle est la réalité? Il n'y a pas et il n'y aura pas de nouvelle pandémie. Ce sont les tueurs lents et silencieux que sont les vaccins qui commencent à faire leur travail destructeur à l'intérieur des corps humains. Ce sont ces injections qui vont provoquer de plus en plus de nouvelles pathologies et compte tenu que les défenses immunitaires naturelles des injectés ont été détruites par le poison que vous savez, le nombre de morts va exploser et bien évidemment on fera croire aux gens que la cause est un nouveau variant. Complotistes vont-ils dire? Ben oui, nous avons aujourd'hui toutes les preuves scientifiques et médicales que leurs 3 points de suspension détruisent des vies et tuent. Nous savons par leur propre bouche que l'objectif est de réduire la population mondiale en commençant par la partie la plus ignorante, la plus dégénérée, la plus facile à tromper et à manipuler, la civilisation occidentale. Nous, les Européens, les Américains, les pays de l'OTAN, allons être la partie de l'humanité qui sera génocidée en priorité, car nous sommes des êtres humains de la pire qualité, des bouches inutiles, des gens sans foi, sans courage et sans dignité, des désœuvrés, des dépravés de la pire espèce ne pensant qu'à jouir de la chair et du matérialisme, des misérables d'esprit sans culture et sans Dieu, incapables de mesurer la valeur de la vie et même incapables de protéger nos propres enfants et nos familles. Qui va nous pleurer? Qui aura pitié de nous? Qui va nous regretter? Nous qui sommes le cancer du monde. Alors oui, c'est le tri entre le bon gré, entre le bon grain et l'ivraie, et comme le disent les Écritures, large est la route qui mène à la destruction, et beaucoup l'emprunteront. Étroit est le chemin qui mène à la vérité, et peu le trouveront. Si presque 80% de la population a commis l'erreur fatale de faire confiance à ce système criminel gouverné par des assassins, c'est qu'ils sont incapables de lucidité, de méfiance, de prudence. Leur capacité de jugement est altérée, ce qui fait d'eux des proies faciles. Et pire encore, quand on est stupide au point de mettre sa vie dans les mains des corrompus et des gens sans foi ni loi, comment venir se plaindre ensuite
des malheurs qui nous frappent. J'ai passé ces 3 dernières années à détruire ma santé pour essayer de sauver celle des autres. Je l'ai fait par amour pour le Dieu auquel je crois et par amour pour mes sœurs et frères humains sans rien attendre en retour. Ce qui m'a été donné, ce sont des insultes, des moqueries, des colibets. On m'a même dénoncé comme non injecté et jugé dangereux pour ceux qui se sont fait, 3 points de suspension, pour se protéger. Le comble de l'absurdité, un homme en bonne santé considéré comme un danger par des gens qui se croyaient immunisés par ce que vous savez. Je suis épuisé de subir la stupidité de cette partie de l'humanité. Je ne veux plus me battre pour ces ingrats, ces gens sans cervelle et sans cœur. Je ne veux plus m'exposer au risque de mourir assassiné comme mon frère Olivier Soubier. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Les temps qui viennent seront effrayants pour tous. Il nous faut penser à organiser notre survie et notre autodéfense. Dans notre village gaulois, nous sommes presque prêts à affronter le pire. Voilà pour une introduction, c'est vrai, un peu sombre, les amis, mais qui, je l'espère, va nous accompagner pour lire avec intensité et la plus grande attention ce livre qui, quelque part, vous donne la source de la plupart de nos mots. Et donc, bonsoir à César, bonsoir bien sûr Christine, très heureux de vous compter parmi nous. Et puis, merci pour tous vos commentaires tout au long de cette émission. Alors, le temps de vous amener le sommaire, ce qui ne saurait tarder, et puis on va voir où on en est de cette émission et comment la poursuivre dans les meilleures conditions pour que chacun puisse assimiler et surtout transmettre, parce que c'est bien là le but de cette lecture active et interactive, c'est recevoir un message, le comprendre, et puis si vous y adhérez, si vous le comprenez, eh bien le faire passer. C'est un message qui semble très précieux pour pouvoir avancer ensemble, puisque cette incroyable superstition que représente la croyance en un gouvernement, eh bien, est ce qui précisément nous amène à cautionner les pires d'entre nous et à les soutenir, que nous nous en défendions ou pas. Alors, les amis, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez passé un excellent week-end le lundi qui a suivi, étant inclus. Je vous rappelle la couverture du livre, vous l'avez sous les yeux. Et puis, également, je vous rappelle que nous en sommes à l'émission numéro 15. Alors avec le sommaire, ça va aller mieux. On se retrouve ici pour cette donc 15e émission. Il nous en reste, celle-ci inclut 6 au total. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on va aborder les thèmes suivants. Un monde sans règles, penser différemment, parler différemment, enseignement de la morale, vs enseignement de l'autorité, et puis pas de plan directeur. Je vous rappelle les principes de ces lectures à haute voix que je partage avec vous. La lecture à haute voix, merci d'être aussi nombreux à cette heure-ci, 23 personnes parmi nous. N'hésitez pas à vous manifester sur le chat, ça sera à l'évidence un grand moment, et puis on a besoin de se compter de plus en plus nombreux. Je vous rappelle qu'on a largement participé à diffuser les opérations concernant la destitution. Je vous renvoie à notre chaîne, vous allez trouver de multiples vidéos à ce sujet. On en revient à notre sujet, lecture à haute voix. Vous voyez que dans la deuxième étape, je compte sur vous pour poster dans le chat les idées, les mots, les expressions employées, car j'ai fait pour moi-même le test de cette lecture à haute voix dans son intégralité, vous le voyez en 4 étapes, et je me suis rendu compte qu'hélas, il y a beaucoup trop à mon goût de déperdition entre ce que je lis et ce que je retiens, et donc ce que je suis capable ensuite de partager. Vous voyez qu'après l'émission, il y a une 3e étape qui vous attend, les amis. Il s'agira de fermer votre ordinateur ou votre smartphone et de raconter à quelqu'un ce que vous venez d'entendre. Et puis dans la 4e étape, il s'agira évidemment de discuter ce que vous venez d'entendre avec une personne de votre choix. Alors merci à Noël d'être parmi nous. Vous êtes 19 encore à cette heure-ci, alors ne partez pas. Certains, dès qu'ils voient qu'il s'agit de lecture, évidemment, sont tentés de fuir ailleurs. Je vais vous reposter évidemment le message qui vous permet de télécharger ce livre. Alors je vous rappelle qu'on avance sacrement bien, où on peut être fiers les uns les autres. Alors est-ce que j'arrive à vous copier le lien dans le presse-papier? Je l'espère.
Donc, je suis en train de tenter de vous poster, ça y est, c'est fait par le chat. Et donc, vous allez disposer comme ça, grâce à ce message, eh bien, du livre en téléchargement format PDF, émission par émission, avec un PDF interactif qui vous permet de retrouver facilement les vidéos consacrées à chaque tranche du livre, des tranches qui représentent environ 10 pages en anglais. Et en français, vous voyez, aujourd'hui, je pars de ma page 119 et je vais atterrir à la page 127, c'est-à-dire que grosso modo, il y a 8 pages de lecture qui nous attendent. Alors, dites-moi comment tout ça vous parle, ceux et celles qui étaient présentes aux émissions précédentes. Dites-nous si tout ça mûrit, si vous trouvez de nouveaux usages, si ça vous éclaire. Et puis, on va donc poursuivre notre sommaire du jour, comme je vous l'avais indiqué au tout début. Alors, vous voyez que ces thèmes, ils appartiennent à une quatrième partie qu'on vous présente non sans plaisir, parce que cette quatrième partie, vous voyez qu'on a commencé en fait jeudi 17 août dernier, eh bien, c'est celle qui vous présente la vie sans superstition. Alors après avoir longuement détaillé en 3 parties qu'est-ce que c'est que cette plus dangereuse des superstitions, ça fait plaisir de découvrir le descriptif d'une vie dans laquelle on se trouve libéré de ces superstitions. Donc, un monde sans règles, les amis, eh bien, celui qui a été déprogrammé, j'espère que c'est vous, c'est moi et tous ceux qui voudront partager notre enthousiasme. Alors, plus de son, décidément, c'est bien ennuyeux. Alors, plus de son, plus de son. Dites-moi si le son revient, les amis, je fais une petite pause. Alors, c'est vraiment un peu merdique ce logiciel, parce qu'il y a des jours, on ne sait pas pourquoi, le son s'en va. Alors, c'est revenu. Dites-moi si ça marche pour tout le monde, le son. Je vais tâcher de voir si mon moniteur smartphone veut bien me transmettre quelque chose. Et puis, dès qu'on sera rassuré sur la qualité technique, on va pouvoir aller de l'avant. Alors, est-ce que mon smartphone veut bien me transmettre quelque chose? Dites-moi si ça se maintient, le son qui marche. Et si ce n'est pas le cas, oui, parfait. Merci Christine, superbe. Donc, vous savez à quel point c'est un travail collectif, parce que tout seul, là, on ne fait pas grand-chose dans ce genre de choses. Alors, donc, un monde sans règles, vous m'arrêtez en cours de route s'il y a le moindre ennui au niveau du son. Merci aussi Pascal de confirmer. Celui qui a été déprogrammé, donc comme je vous le disais, j'espère que c'est vous, moi et tout un chacun. En tout cas, bonsoir Pascal, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes 26 à cette heure-ci, écoutez, ça nous donne un petit coup de boost pour démarrer, c'est parfait. Celui qui a été déprogrammé regarde le monde et au lieu de voir des hiérarchies de différentes classes dirigeantes au sein de différentes juridictions, il voit un monde d'ego. Ça vous parle, ça, un monde d'ego, non pas en termes de talent, de capacité ou de richesse, bien sûr, mais en termes de droit. Il voit un monde dans lequel chaque personne est propriétaire d'elle-même et il réalise qu'il n'a pas de maître légitime, qu'il n'y a personne au-dessus de lui et que c'est également le cas de tous les autres. Il n'est redevable à aucun gouvernement, à aucun pays, à aucune loi. Il est une entité souveraine. Il est lié par sa propre conscience et rien d'autre. Fin de ce premier paragraphe qui introduit cette nouvelle émission. Alors les mots, les expressions employées, je pense que certains, vous commencez à bien les entendre. Bonsoir, j'espère que je prononce bien Mastanaba Lores, Sound Diswell, super. Fleury Jardin, bonsoir à toi, merci beaucoup, merci pour ton partage. Et puis, merci d'avoir posté le terme de déprogrammer, c'est vraiment ça dont il s'agit. Vous savez qu'il y a un terme qui revient très souvent, c'est le terme de maître. Alors, je le poste pour vous aider à vous mettre en route. Et puis, j'espère que ça vous a parlé, cette expression monde d'ego, hein, dans lequel nous sommes tous égaux en droit, c'est ça qui importe. Un monde dans lequel il n'y a aucune loi, parce que la loi, elle est en vous, elle n'est pas extérieure à vous. Donc voilà, quelques mots, expressions employées. Et puis chacun, vous, moi, nous sommes une entité souveraine. Alors, est-ce que ça vous parle déjà, ces 7-8 premières lignes, parce que ça donne déjà
le ton de ce qui va suivre. Une telle prise de conscience est incroyablement libératrice. Essayez de vous imaginer dans cette, en quelque sorte, nouvelle identité dans laquelle chaque personne est propriétaire d'elle-même. Est-ce que ça vous paraît stimulant? Est-ce que ça paraît satisfaisant? Alors, on ne parle pas de réaliste, parce que pour que ça soit réaliste, il faut que vous ayez défait les croyances qui vous empêchaient de le voir réaliste. Alors, vous voyez bien comment ça tournait jusqu'à présent. Alors, ce premier paragraphe, il faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes. Deuxième paragraphe, une telle prise de conscience est incroyablement libératrice. Mais elle peut aussi être très perturbante pour ceux qui ont toujours mesuré leur conduite à l'aune de leur capacité à obéir aux autres. Une expression à noter, obéir aux autres. L'obéissance n'est pas seulement facile. Vous l'avez noté, ce terme également dans le texte d'introduction d'Éric Montana, et merci à lui. Merci à toi, Éric, tu fais un superbe travail. L'obéissance n'est pas seulement facile, car elle permet à quelqu'un d'autre de prendre toutes les décisions, mais elle permet aussi à celui qui obéit aveuglément d'imaginer que les conséquences, quelles qu'elles soient, sont toujours la responsabilité de quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez, obéir, c'est laisser quelqu'un d'autre prendre des responsabilités à notre place, devoir déterminer le bien et le mal, et savoir que l'on est seul responsable de ses décisions et de ses actes peut être ressenti comme un énorme fardeau. En fait, perdre la croyance en l'autorité, notez bien ce terme qui revient de manière récurrente dans le livre, signifie grandir, ce qui présente des avantages et des inconvénients. La personne non endoctrinée ne peut plus affronter le monde comme un enfant insouciant et irresponsable, mais en même temps, elle possède un niveau de liberté et d'autonomie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer auparavant. Et vous savez, les amis, le destin de tout être humain, je ne crois pas qu'il puisse y en avoir d'autres, c'est précisément de grandir. Alors, notez les mots, les expressions employées dans ce paragraphe qui a commencé par une telle prise de conscience. Merci pour votre participation sur le chat, c'est très apprécié, comme vous le savez. Alors, une telle prise de conscience qui introduit le deuxième paragraphe. On y a retrouvé les mots favoris de l'auteur, tels que croyance en l'autorité. Hein, c'est ça le fondement de ce livre. Merci aussi pour ce que vous avez posté. César, autorité égale servilité, une alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je mélange un peu. Entité souveraine, ça c'est moi qui voulais poster. N'hésitez pas à continuer à poster. Alors, vous savez que devenir responsable, comme l'auteur le dit, ça aussi c'est une expression que vous pouvez retrouver, ça présente forcément des avantages et des inconvénients. Les avantages, vous les comprenez, c'est d'accéder à votre véritable liberté. Les inconvénients, c'est de ne plus faire porter le chapeau à autrui des ennuis que vous rencontrez. On a donc vu ce terme essentiel dans ce paragraphe, qui est le mot que je poste pour vous, qui est le mot responsabilité. Alors n'hésitez pas à poster de votre côté, quitte à reposter les mêmes mots que moi, si c'est ceux-là qui ont retenu votre attention. Et puis on a vu que certains pouvaient ressentir cette responsabilité comme un énorme fardeau, tant il est vrai que quelques-uns parmi nous ont appris à déléguer systématiquement les choix de leur vie aux sachants ou à d'autres auxquels ils obéissent. Donc, on a revu encore ce terme qui revient aussi, le terme d'obéissance. Voilà pour ce deuxième paragraphe. Alors, le troisième, ça devrait être simple pour tout le monde puisqu'il comprend 3 lignes. Les étatistes ont souvent une peur profonde, j'espère que vous avez noté ce mot de peur profonde, d'un monde dans lequel chaque personne décide d'elle-même de ce qu'elle doit faire. Je répète, les étatistes ont souvent une peur profonde d'un monde dans lequel chaque personne décide elle-même de ce qu'elle doit faire. Malheureusement pour eux, je vous rappelle, les étatistes, c'est les partisans du gouvernement. Malheureusement pour eux, c'est tout ce qui a existé et tout ce qui existera jamais. Chacun décide déjà par lui-même de ce qu'il va faire. Notez ce qui vous revient, c'est déjà fait. Merci Pascal, génial. Les étatistes. Et puis, la peur profonde, j'espère que vous l'avez remarqué. Alors, peur profonde, et ben voilà, tu m'as devancé, Pascal, génial. C'est tout ce que je peux souhaiter, que vous me devanciez. Alors, les étatistes ont souvent une peur profonde d'un monde dans lequel chaque personne décide d'elle-même de ce qu'elle doit faire. Je pense qu'il y a le mot « décide » qui est important.
dans ce paragraphe, décider par soi-même de ce que nous, c'est très bien, Pascal, l'expression complète, c'est encore mieux. Chacun décide par lui-même de ce qu'il doit faire. Et malheureusement pour eux, c'est tout ce qui a existé et tout ce qui existera jamais, hein. C'est cette notion qui fait de nous des humains, du libre arbitre. Chacun décide déjà par lui-même de ce qu'il va faire. Voilà, fin de ce troisième paragraphe de 3 lignes. Quatrième paragraphe, c'est ce qu'on appelle, voilà, le libre arbitre. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Beaucoup pensent que si un individu n'est lié à aucune autorité et qu'il a l'attitude « je peux faire ce que je veux », il se comportera comme un animal égoïste. Certains imaginent même qu'ils deviendraient eux-mêmes des animaux s'ils n'étaient pas gouvernés par un maître. Une telle croyance, plein de mots-clés là-dedans, une telle croyance implique que les gens ressentent une forte obligation morale de faire ce qu'on leur dit, mais qu'ils n'ont par ailleurs aucune boussole morale. Vous voyez, plein d'expressions à noter. Mais la plupart des gens obéissent à la loi, placée entre guillemets, parce qu'ils pensent qu'il est bon de le faire. Il n'y a aucune raison de penser que sans être soumise à un maître, encore une fois le mot maître, ces mêmes personnes ne se soucieraient plus d'être bonnes. Je répète, il n'y a aucune raison de penser que sans être soumise à un maître, ces mêmes personnes ne se soucieraient plus d'être bonnes. Pourtant, beaucoup continuent d'imaginer que les êtres humains sont des sauvages stupides qui ne sont contrôlés que par des contrôleurs, Ils s'attendent donc à ce que la plupart des gens deviennent comme des animaux déchaînés s'ils ne sont pas soumis à la croyance en l'autorité. Alors les amis, j'espère que vous allez noter à nouveau, comme je suis en train de le faire, l'expression croyance en l'autorité, ce qui est la véritable superstition dont il est question paragraphe après paragraphe, encore plus que page après page. Et puis, évidemment, le paragraphe a été introduit par la clé de voûte de l'affaire, c'est que, en principe, ce qui fait de nous des humains, c'est que nous sommes, alors j'ai mis libre autorité, mais je voulais en fait, joli lapsus, libre arbitre. C'est que chaque être humain est doté d'un libre arbitre. Et puis, beaucoup pensent que ce qui justifie cette autorité, eh bien, c'est que s'il n'y en avait pas, on penserait qu'il y a autour de nous plein de bêtes sauvages et que ça ne pourrait pas fonctionner sans cette autorité. Alors, on a encore entendu le mot loi, qui est évidemment la fondamentale de nos gouvernements, hein. C'est d'édicter des lois auxquelles nous sommes tenus de nous soumettre et qui justifient tout un tas de violences. On a encore entendu le mot maître. Voyez, alors j'espère que ça commence à être un peu plus familier, cette manière de poster. En tout cas, vous savez que mon action se limite à vous inciter à le faire de façon à ce que nous puissions retirer le plus possible de ce livre et le partager dans les meilleures conditions. Paragraphe suivant. Ceux qui ont renoncé à l'illusion de l'autorité, le savent mieux que quiconque. Les actions ont bien sûr des conséquences avec ou sans autorité. En dehors des questions morales, la plupart des gens choisissent généralement de se comporter de manière à ne pas s'attirer les foudres d'autrui. Même si personne ne croyait au bien et au mal, il serait dangereux d'être un voleur ou un meurtrier habituel, et trouver des moyens de coexister pacifiquement est bénéfique pour l'individu et le groupe. Mais à part cela, la plupart des gens essayent d'être bons. En fait, c'est pour cela qu'ils obéissent à la loi, parce qu'on leur a appris qu'il était bon de le faire. Le problème n'est pas que les gens ne veulent pas être bons, c'est que leur jugement sur ce qui est bon et ce qui est mauvais est terriblement tordu et perverti par la croyance en l'autorité. On leur enseigne que financer et obéir à une bande de voyous est une vertu et que résister est un péché. On leur enseigne que demander à ces voyous de voler et de contrôler leurs voisins par le biais de la législation est parfaitement moral et légitime. Fin de ce paragraphe. 1, 2, 3, 4, 5e paragraphe. Alors, ça s'est terminé, vous l'avez entendu. Alors, merci Pascal pour tes posts. Coexister pacifiquement. Illusion, merci encore Pascal, de l'autorité. N'hésitez pas à vous joindre à Pascal, hein, ni elle, ni moi, ni d'autres n'ont évidemment le monopole de ces posts. Ce qui nous importe tous ensemble, c'est de mettre en œuvre dans ces émissions, eh bien, la participation
active de chacun, de ne se reposer sur personne en particulier. Donc, c'est un ouvrage collectif que nous sommes en quelque sorte en train de réécrire. Alors, également, l'expression résister serait un péché. On a noté qu'avec ou sans autorité, les gens sont bons, en tout cas ni moins bons ni meilleurs. C'est pas l'autorité qui les rend bons, ça c'est assez évident, avec ou sans autorité. Et puis on a entendu parler des notions si personne ne croyait au bien et au mal, donc le bien et le mal, qui sont revenus. Il y a certainement eu un moment ou un autre, je ne sais plus sous quelle forme, la question de la morale. Et puis on a entendu parler des voyous. Une fois de plus, voilà. Et donc voilà pour ce paragraphe, vous pouvez continuer à compléter sans problème. Voilà, en bref, alors c'est peut-être la fin du paragraphe, en bref, en ce qui concerne l'autorité, on leur enseigne que le bien et le mal, et, ah oui, alors il faut bien le comprendre, hein, le bien est le verbe être, EST, le bien est le mal et que le mal est le bien. Initier la violence par le biais de la loi est considéré comme une bonne chose et résister à de telles agressions, c'est-à-dire enfreindre la loi, est considéré comme une mauvaise chose. Paragraphe suivant. Sans le mythe de l'autorité. Alors, vous pouvez noter cette expression d'ores et déjà, le mythe de l'autorité. Les gens auraient toujours des désaccords. Certains seraient toujours malveillants ou négligents et feraient toujours des choses stupides ou hostiles. La principale différence dans la manière dont les êtres humains interagiraient sans la superstition de l'autorité est très simple. Si quelqu'un ne se sent pas justifié de faire quelque chose lui-même, il ne se sentirait pas justifié de demander à quelqu'un d'autre de le faire, ni de le faire lui-même au nom de quelqu'un d'autre. Le concept est si simple, presque au point de paraître trivial, mais il conduirait à un énorme changement dans le comportement humain. C'est pour ça que je vais encore vous relire ce concept. Si quelqu'un ne se sent pas justifié de faire quelque chose lui-même, il ne se sentirait pas justifié de demander à quelqu'un d'autre de le faire, ni de le faire lui-même au nom de quelqu'un d'autre. Voilà le concept émis dans ce paragraphe. Paragraphe suivant, pendant ce temps-là, vous pouvez poster les mots, les expressions employées. Hein, que ce paragraphe a commencé une nouvelle fois par le mythe de l'autorité. Paragraphe suivant, en d'autres termes, si quelqu'un ne se sent pas justifié de payer l'éducation de ses enfants en volant ses voisins par la force, il ne se sentira pas non plus justifié de voter pour que le gouvernement local impose une taxe foncière pour financer les écoles publiques. Et si quelqu'un ne se sent pas justifié de voler la propriété de son voisin pour financer une école, il ne se sentira toujours pas justifié de le faire même si on lui donne un badge et qu'on lui dit de le faire au nom de la loi. Autre exemple, si quelqu'un ne se sent pas justifié, vous pouvez noter cette expression, si quelqu'un ne se sent pas justifié, de défoncer la porte de quelqu'un, de l'emmener et de le mettre en cage pendant des années, parce qu'il possède une plante aux propriétés psychotropes, il ne se sentira pas non plus justifié de soutenir les lois antidrogue. Il ne se sentirait pas non plus soudainement justifié de se livrer à de telles intrusions, agressions et enlèvements simplement parce qu'une autorité lui a donné un badge et lui a dit de le faire au nom d'une quelconque loi. Autre exemple, si quelqu'un ne se sent pas justifié d'utiliser la violence pour empêcher un parfait étranger de mettre le pied dans un pays entier, il ne se sentirait toujours pas justifié de le faire si quelqu'un lui donnait un badge de l'IEE, pas plus qu'il ne se sentirait justifié de soutenir les lois sur l'immigration qui ordonnent aux autres d'agir de la sorte. Fin de ce paragraphe. On est toujours dans le thème « Un monde sans règles ». Je vous laisse poster les différents mots, expressions employés. N'hésitez pas à vous multiplier sur le chat dans cette action hautement vertueuse pour retenir le maximum de ce livre. Et je vous encourage, je le répète pour ceux qui nous auraient rejoints en cours de route, évidemment, à vous servir, je me suis trompé de clic, semble-t-il, je vous encourage à vous servir évidemment du livre format PDF pour faire l'expérience de la lecture à haute voix que je cherche à vous afficher sans y parvenir, que voici,
Et je vous précise que cette lecture à haute voix, vous avez le protocole dans la description de chaque vidéo et en commentaire épinglé de chaque vidéo. Donc, dès que cette diffusion sera terminée, vous retrouverez dans la description tout le protocole lecture à haute voix. Dans une société sans le mythe de l'autorité, il y aurait toujours des voleurs, des meurtriers et d'autres agresseurs. La différence est que toutes les personnes qui considèrent le vol et le meurtre comme immoraux ne prôneraient pas et ne cautionneraient pas le vol et le meurtre légaux comme le font aujourd'hui tous les étatistes. Encore une fois, préconiser une loi, c'est préconiser l'utilisation de tout niveau de force autoritaire nécessaire jusqu'à la force meurtrière pour obtenir le respect de la loi. Et les personnes qui considèrent le vol et le meurtre comme immoraux ne commettraient pas de tels actes simplement parce qu'une autorité ou une loi leur dirait de le faire. Un paragraphe encore essentiel. Alors, on est toujours dans ce thème de un monde sans règles. Dans quelle mesure les policiers feraient-ils ce qu'ils font quotidiennement de leur propre chef, sans qu'une loi ou un gouvernement ne leur dise de le faire? Très peu. Dans quelle mesure les soldats feraient-ils ce qu'ils ont l'habitude de faire, sans qu'un chef militaire autoritaire ne leur dise de le faire? Très peu. Et plein d'exemples qui commencent par dans quelle mesure? Dans quelle mesure les collecteurs d'impôts feraient-ils ce qu'ils font aujourd'hui, sans qu'un gouvernement ne leur dise de le faire? Rien du tout. Tout ce que les personnes appelées responsables de l'application de la loi font aujourd'hui de bien, c'est-à-dire essayer d'empêcher des personnes véritablement hostiles et destructrices de nuire à des innocents, elles pourraient continuer à le faire sans le mythe de l'autorité. Et ils pourraient le faire par bonté d'âme ou en tant que carrière rémunérée, dans le cas probable où d'autres personnes voudraient volontairement les payer pour le faire. Dans le même temps, la plupart d'entre eux cesseraient de faire tout ce que les forces de l'ordre et les soldats font de mal, par exemple, terroriser ou tirer sur des personnes dont ils ne savent rien, agresser ceux qui commettent des crimes sans victime, détenir, interroger et agresser des parfaits inconnus. J'espère que vous commencez à visualiser de plus en plus nettement, de plus en plus clairement où nous entraîne ce monde sans superstition décrit par l'auteur de ce livre, dont je vous rappelle que le nom est l'Arcon Rose, L-A-R-K-E-N pour l'Arcon Rose comme la rose. Alors dites-moi toujours si cela vous parle, si petit à petit vous trouvez des arguments auxquels peut-être vous n'aviez pas pensé jusqu'à présent. Et puis merci à Pascal pour sa participation à toute épreuve, responsable de l'application de la loi, pour la restitution des mots et des expressions employés, terroriser des personnes dont ils ne savent rien. Voilà quelques expressions employées dans ce paragraphe. Alors, plus on sera nombreux à le faire, mieux ce sera. Alors, César, dis-nous pourquoi tu n'as pas réussi à télécharger le livre. Est-ce que parce que le lien, tu n'arrives pas à le faire fonctionner? Je vous rappelle que ce lien que je vous poste à chaque émission, eh bien, c'est un lien qui est valable 72 heures. Donc, si vous avez l'intention de l'utiliser, évidemment, ne tardez pas à l'utiliser. Je vous le reposte encore et encore pour que tout ça se règle. Et puis, César, si tu peux tâcher de faire l'opération pendant l'émission, au moins, on verra si ça fonctionne. Je vais faire quand même un petit test au cas où j'aurais fait une fausse manipulation, mais je ne le pense pas. Jusqu'à présent, ça marchait très bien. Donc, je regarde. Voilà, ça envoie bien, semble-t-il. Voilà, le fichier fait actuellement 710,29 kilobytes. Donc, je viens de faire le test sur ma machine. Donc, je vous laisse poursuivre ce téléchargement pour celles et ceux que ça intéresse. Alors, on était avec ce paragraphe dans lequel on a trouvé l'expression récurrente « dans quelle mesure les policiers, dans quelle mesure les collecteurs d'impôts ». Dans quelle mesure il doit y avoir encore d'autres exemples. En tout cas, c'était un paragraphe d'exemple. On est toujours dans le thème un monde sans règles. Combien de personnes, paragraphe suivant, ont été agressées, torturées? Un problème de téléphone, nous dit César. D'accord, oui, c'est vrai que c'est souvent plus facile, toutes ces opérations, avec un ordinateur, je vous le conseille. Combien de personnes ont été agressées, torturées et assassinées
par la population de l'Allemagne dans son ensemble, ou par la population de la Russie, notez bien, dans son ensemble, ou la population de la Chine dans son ensemble. C'est bien ce mot qui donne sens à tout ce qui précède. Avant que les gouvernements respectifs de ces pays, sous les régimes d'Hitler, de Staline et de Mao, ne promulguent des lois prétendant légitimer de telles atrocités. Presque aucune. Et combien d'atrocités ont été commises après que les autorités ont ordonné aux gens de les commettre? Les chiffres sont stupéfiants. Des dizaines de millions de personnes assassinées, des centaines de millions de personnes agressées, opprimées ou torturées. De toute évidence, les habitants de ces pays et d'à peu près tous les autres pays étaient beaucoup moins enclins à commettre des actes d'agression de leur propre chef qu'à en commettre lorsqu'ils en recevaient l'ordre d'une autorité imaginaire. Et je vous renvoie à l'émission dans laquelle on a parlé de l'expérience de Milgram, un petit retour, voyez, un petit retour dans ce sommaire va vous rappeler la date de cette expérience de Milgram. Alors ça commence à dater, hein, parce que les émissions se suivent. L'expérience de Milgram, vous la voyez dans l'émission numéro 6 du 1er août 2023. Alors on est le 22, vous voyez, ça fait 3 semaines maintenant qu'on a largement évoqué cette expérience de soumission à l'autorité. Dès lors qu'une autorité dit à certains d'entre nous de faire quelque chose, ils se sentent comme contraints d'agir, se déchargeant de leur propre responsabilité sur celle du donneur ou de la donneuse d'ordre, en l'occurrence un ou une représentante de l'autorité. Donc je reviens à non pas nos moutons, mais au thème « Un monde sans règles ». Ironiquement, face au concept d'une société purement volontaire, dans laquelle chaque service, même la défense et la protection, est financé par des clients volontaires et non par des impôts coercitifs. Notez bien la différence, des clients volontaires et non par des impôts coercitifs. De nombreux étatistes prédisent que les sociétés de sécurité privées deviendraient de nouveaux gouvernements abusifs et oppressifs, ou que les sociétés de sécurité concurrentes finiraient par être engagées dans des conflits violents perpétuels les unes avec les autres. Ces prédictions ne tiennent pas compte du fait que la plupart des gens ne veulent pas attaquer et voler leurs voisins et ne veulent pas être attaqués et volés eux-mêmes. Et ce n'est que par la croyance en l'autorité que la majorité se sent à l'aise pour prôner le vol par le biais de l'impôt, ou se sent obligée d'accepter d'être attaquée et volée elle-même par le biais de, notez bien l'expression, l'obéissance à la loi, sans la notion que le gouvernement a des droits que les individus n'ont pas. Aucune entreprise de sécurité privée malveillante et agressive n'aurait jamais le soutien de la population. S'ils étaient simplement considérés comme des employés privés de gens ordinaires, aucune personne impliquée, ni les clients, ni leurs protecteurs engagés, n'imaginerait que les employés ont le droit de voler, de harceler, de terroriser ou de faire quoi que ce soit qu'une autre personne n'a pas le droit de faire. Fin de ce paragraphe qui commençait par ironiquement. Alors merci pour tous les commentaires, merci à Boussad Chabani qui vient fidèlement, si je puis dire, télécharger nos mises à jour. Je vous rappelle que les mardis sont le jour de la mise à jour de l'état de notre traduction. On a traduit maintenant 90% de ce livre. Donc, génial, hein, poste ton message, Boussad. Merci Pierre, bonsoir à tous. Le like est fait, génial. Eh bien, pensez à liker l'émission si ce n'est déjà fait. C'est vrai que beaucoup disent que ça fait monter la visibilité de l'émission grâce aux algorithmes YouTube. Bon, j'espère que ça fonctionne comme ça. Employer de gens volontaires, ça c'est bien une expression qui a été employée. Et puis, réflexion de Boussad, merci de partager aussi vos réflexions comme tu le fais. N'oublions pas que la République est une entreprise privée. Et puis, ça résume tout. Bah, écoutez, merci pour vos réactions. C'est très précieux. Alors, vous voyez, c'est un thème très détaillé, hein, un monde sans règles, pour voir les choses sous un autre angle et pour les rendre plus personnelles. Imaginez que vous viviez dans un monde où chacun de vos voisins, alors là, on fait appel à votre imaginaire, où chacun de vos voisins ne se sentirait justifié de préconiser que vous soyez taxé pour financer des choses auxquelles vous vous opposez. Ça vous plairait un monde comme ça, je répète,
pour voir les choses sous un autre angle et pour les rendre plus personnelles, imaginez que vous viviez dans un monde où chacun de vos voisins, proches ou lointains, se sentirait justifié de préconiser que vous soyez taxé pour financer des choses auxquelles vous vous opposez. Imaginez que chaque cause, chaque plan, chaque programme, chaque idée, chaque solution proposée à toutes sortes de problèmes soit quelque chose que vous puissiez soutenir volontairement ou non. Imaginez, on fait travailler votre imagination, que vous viviez dans un monde où aucun de vos voisins ne se sentirait en droit de vous imposer par la force ses idées, ses choix et son mode de vie. Il se sentirait justifié, comme c'est déjà le cas, d'utiliser la force pour vous arrêter si vous décidiez de les attaquer ou de les voler, mais très peu d'entre eux se sentiraient bien de commettre une quelconque agression contre vous. Fin de ce paragraphe, en quelque sorte, sur l'imaginaire. Vous savez à quel point l'imagination peut être puissante. La visualisation tend à se manifester dans le monde matériel. Donc, il est très important que nous soyons nombreux à imaginer ce monde-là. C'est ma première écoute. Je vais télécharger le livre. Merci bien, Shell Guad. Merci de te manifester. C'est notre encouragement et c'est vraiment ce qui nous permet, comme ça, d'être en pleine forme pour partager chacune de ces émissions avec nous. Alors, César nous dit qu'il aimerait beaucoup. Alors, dites-moi combien aimerait beaucoup parmi vous que ce soit comme ce monde qu'on vient de tenter de vous rendre plus concret, de l'imaginaire. Je vous rappelle qu'un imaginaire, selon la programmation neurolinguistique, PNL, qui fasse vraiment sens pour le cerveau, doit se décliner en perception capable d'être reçue par nos 5 sens, à savoir la vue. Qu'est-ce que vous verriez dans ce monde? Quelle image auriez-vous de ce monde? Quelle image pourrait-il prendre? Même si c'est une image métaphorique, même dans une solution basique, on pourrait dire quelle couleur pourrait-il avoir? Donc quelque chose de visuel. Et puis, ça sonnerait comment ce monde? Quelle musique s'en dégagerait? Alors, vous pouvez choisir là aussi, encore de manière très métaphorique, quelque chose qui vous parle. Et puis, ce monde, comment vous le sentiriez dans vos tripes? Et puis, si ça doit être une sensation tactile, ça pourrait ressembler à quoi? À la caresse d'un animal que vous aimez ou à toute autre chose, ou au tronc rugueux d'un arbre, pourquoi pas, mais ça aurait une sensation tactile. Et puis, ce monde, il aurait très certainement un goût. Et quel est votre goût préféré? Là, je crois que si ce monde vous parle, vous pouvez aller chercher dans vos préférences gustatives. Et puis, il reste une odeur. Évidemment, ça sentirait très certainement très, très bon. Voilà un monde pour lequel je pense auquel nous sommes nombreux à aspirer. Dernier paragraphe pour ce premier thème d'un monde sans règles. Continuez à participer sur le chat et puis je lis vos participations entre 2 paragraphes. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, c'est exactement ce à quoi ressemblerait un monde sans règles. On arrive à la conclusion en quelque sorte. Chaque personne serait guidée par sa propre conscience, ce qui pourrait être considéré comme des règles auto-imposées ou un auto-gouvernement. Vous voyez que ceux qui ont comme objection que ça serait un gros bazar, un monde invivable, font mine d'oublier que chaque être humain est doté non seulement d'un libre arbitre, mais également d'une conscience qui lui dicte avec une grande efficacité ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Et donc cette conscience exerce en quelque sorte prend la place de ces gouvernements extérieurs. En fait, ce gouvernement, il est à l'intérieur de nous-mêmes, vous le comprenez. Donc, c'est ce qu'il me semble que l'auteur veut signifier dans cette deuxième ligne du dernier paragraphe. Chaque personne serait guidée par sa propre conscience, ce qui pourrait être considéré comme des règles auto-imposées ou un auto-gouvernement. Et même si certaines personnes agissant seules continueraient à faire des choix stupides ou malveillants et à commettre des actes d'agression, personne n'imaginerait plus que le fait d'appeler quelque chose une loi ou une règle peut transformer un acte intrinsèquement injustifié en quelque chose de bien. Et si vous résistiez à un tel acte d'agression, vos voisins vous en féliciteraient
voyez, on rentrait dans un monde enfin vertueux, au lieu de vous condamner comme un criminel, ce qu'ils feraient presque tous aujourd'hui si vous résistiez à un acte d'agression qui s'avérait être légal. Alors merci d'avoir posté, Pascal, l'expression autogouvernement, une expression effectivement essentielle, celle de conscience également. Et puis merci pour vos messages précédents. Bonsoir, ça ressemble aux égrégores, nous devenons ce sur quoi nous portons notre attention. Merci pour le partage et votre précieux travail. Merci surtout de t'intéresser au contenu de cet ouvrage, Lucia Delange, et merci d'être parmi nous. Vous savez à quel point c'est important de former communauté, collectif, appelez ça comme vous voulez, voire égrégore, bien que ça puisse avoir des connotations diverses et variées selon à quoi vous les associez. Merci aussi à Paul Guéra qui nous dit le roman fiction Sa Majesté la Mouche versus la réalité, les naufragés sur l'île Tonga. Et puis les mots, les expressions à l'employé, eh bien, acte d'agression légale. Alors on va arriver, je l'espère avec bonheur, avec plaisir, dites-moi si vous êtes toujours bien là, avec le thème penser différemment, donc parler différemment, penser différemment, parler différemment. Pour ceux qui nous ont rejoints, on est toujours sur ce livre The Most Dangerous Superstition, qu'on peut traduire, je suppose, par la superstition la plus dangereuse. Ceci étant dit, je reviens donc à notre sommaire pour vous présenter penser différemment, parler différemment. De nombreux termes utilisés par les gens et les discussions qu'ils ont au quotidien reposent sur l'hypothèse, notez bien, que l'autorité peut exister, que l'autorité peut exister. En entendant et en répétant constamment le dogme fondé sur la superstition, presque tout le monde renforce involontairement le mythe dans son propre esprit et dans celui de ses interlocuteurs. La propagande autoritaire est tellement omniprésente que les masses n'ont pas du tout l'impression de recevoir un message. Elles ont simplement l'impression de parler de ce qui est, de parler de ce qui est. Alors, fin de ce paragraphe. J'espère que vous avez bien noté l'expression propagande autoritaire. Je vais la poster pour vous. N'hésitez pas à poster d'autres expressions employées et beaucoup d'entre nous ont l'impression de parler de ce qui est. Et c'est ça, effectivement, l'endoctrinement. En fait, ils parlent de leur conditionnement. Alors, Marc Passio dit anarchie à l'extérieur et monarchie tout à fait à l'intérieur de soi. Je confirme puisque j'ai lu également ces 5 conférences que je vous invite à écouter sur la loi naturelle. On en a fait tellement on y a trouvé d'intérêt sur notre chaîne, sur les pas de Pierre et Léna, on en a fait une playlist. Les conférences sont hébergées sur la chaîne YouTube de Jeanne Traduction, une excellente traduction. Merci à Jeanne Traduction pour son travail absolument fameux. Et puis, je vous encourage à écouter ces 5 conférences. Je vous rappelle à chaque fois que la première dure 2 heures. Ensuite, la plupart, c'est 1 heure, plus d'1 heure et demie. Donc, 4 fois 1 heure et demie, 6 heures, plus 2 heures, 8 heures. Vous voyez, 8 heures de conférences consacrées à la loi naturelle. C'est un excellent investissement de temps, d'attention et d'énergie. Et vous allez comprendre plein de choses. Et surtout, que Marc Passio, eh bien, en fait, a tiré le plus grand profit de ce que nous sommes en train de lire ensemble. Ce qui fait que la lecture de ce livre que nous faisons ensemble et l'écoute de ces conférences me semble faire un parfait duo, si je peux l'exprimer ainsi. Commentaire, eh bien, un système de croyance, finalement, l'illusion. Bien sûr, un système de croyance, c'est une illusion. On nous fait croire que les choses ou la vie sont comme ça, mais tout est faux et manipulation. Et vous savez à quel point, les amis, c'est compliqué d'admettre que pour chacun que nous sommes des êtres de conditionnement et que le travail de déconditionnement n'est pas simple tant qu'on est identifié à son mental. Et je vous rappelle que je vous ai proposé un petit protocole qui m'a été enseigné il y a plus de 40 ans maintenant par un swami
tout simple et voyez ce que ça donne pour vous, pour ceux qui veulent le tester. Ça consiste à répéter tout au long de votre vie, ça ne m'a jamais quitté depuis 40 ans. Je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions. Alors dans l'ordre, c'est je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mes pensées. Si vous le répétez suffisamment longtemps et à longueur de vie et d'années, en tout cas ma croyance, c'est encore une croyance, mais ma croyance c'est que vous allez peut-être mesurer où sont vos conditionnements, puisque si vous n'êtes pas tout ça, la question va un jour ou l'autre se poser, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui reste quand vous ne pensez plus? Eh bien, c'est cette notion d'être qui semble ne pas être très, très claire pour chacun d'entre nous, qu'en tout cas, pour ceux qui ont une pratique de yoga, je suppose qu'ils peuvent trouver dans des postures lorsque le mental a enfin appris à se taire. C'est pas toujours dès la première séance, hein, tant s'en faut, mais en tout cas, ça vaut le coup d'apprendre à se désidentifier de ses pensées. Je poursuis donc la lecture de ce paragraphe consacré à penser différemment, parler différemment. La plupart des livres d'histoire parlent de qui a régné sur telle ou telle région, de quel régime autoritaire a conquis un autre régime autoritaire, de quels individus ou partis politiques sont arrivés au pouvoir, de quelle forme de gouvernement et de quel type de politique publique les différents empires ont eu, etc. Il parle des élections, ce mot incroyable, de ceux qui exercent le pouvoir en coulisses, des lois qui sont adoptées, on a envie de vomir quand on voit tout ce qu'ils font, des impôts qui sont imposés et de ce que les gens pensent de leurs dirigeants. Le postulat sous-jacent qui ressort haut et fort, même s'il n'est jamais ouvertement formulé, est qu'il est à la fois inévitable et légitime, écoutez bien ça, qu'il est à la fois inévitable et légitime qu'il y ait une classe dirigeante. Combien d'entre vous pensent encore ça, qu'il est à la fois inévitable et légitime qu'il y ait une classe dirigeante? On pourrait faire des sondages régulièrement, hein. Une sorte de suzerain qui a le droit de contrôler par la force tous les autres. En tout cas, vous êtes une bonne vingtaine à actuellement 22h22. Bah, écoutez, merci à vous, 24 même, affiche mon compteur. Alors, restez avec nous, ceux qui nous rejoignent, pour avoir le temps de rentrer dans le sujet, hein. Et puis, être ou suivre, nous dit Sophie, bonsoir à toi. Être ou suivre, être, ok, ben super. Voilà, je crois que évidemment, c'est pour ça que c'est si important que vous partagiez avec votre entourage, parce que à nous tous, on peut petit à petit propager et aider tous ceux qui sont encore endoctrinés à se désendoctriner. Et donc, il ne s'agit pas, vous l'avez bien compris, de rester entre nous, mais d'être chacun une porte-parole auprès de son entourage. Ce message, alors on est toujours dans penser différemment, parler différemment, ce message continue d'être un thème sous-jacent, constant dans presque tout ce qui est écrit dans les journaux, hein, on retrouve nos mass médias, tout ce qui est écrit dans les journaux ou diffusé à la radio ou à la télévision, les bulletins d'information, qu'ils soient locaux ou nationaux, hein, donc du coup le message de Boussad Chabani prend tout son sens. Les bulletins d'information, qu'ils soient locaux ou nationaux, parlent de la législation que les représentants ou les membres du Congrès ont adoptée, de ce que les forces de l'ordre ont fait ce jour-là, des candidats qui se présentent aux fonctions publiques, des politiques publiques, hein, c'est plutôt ce thème qui apparaît à l'écran actuellement, qu'ils soutiennent, et ainsi de suite. Politique publique quand il s'agit d'afficher des températures de dingue, pris par exemple à ras le sol plutôt qu'à 2 mètres du sol et sous abri, et j'en passe, pris en plein soleil, hein, on a tous ou presque vu ce panneau de la croix des pharmacies en plein soleil, affiché je ne sais plus combien, 53 degrés forcément, hein. Voilà, si c'est le but, c'est de faire peur, on comprend qu'il ne s'agit plus d'être objectif dans ces températures, de les comparer correctement à ce qui a eu lieu. Puis je vous rappelle que si on cherche un peu dans l'histoire, il y a régulièrement eu des épisodes où il faisait chaud sans plus. La façon dont tout cela est rapporté est fortement entachée par la superstition de l'autorité. Bien entendu, la façon dont les gens pensent influe sur la façon dont ils parlent. Ça, il faut bien le comprendre. Bien entendu, la façon dont les gens pensent influe sur la façon dont ils parlent.
et chacun exprime constamment ses convictions fondamentales, même dans des discussions apparemment anodines. Ça, il vaut mieux en être conscient. Chacun exprime constamment ses convictions fondamentales, même dans des discussions apparemment anodines. Alors maintenant, comparez comment la même situation et les mêmes événements seraient probablement rapportés d'abord, alors distinguez bien comme ce tableau à deux colonnes, hein, d'abord par quelqu'un qui croit en l'autorité, puis par quelqu'un qui n'y croit pas. Vous voyez que la croyance va vous faire interpréter très différemment les choses. Alors on va d'abord adopter le plus répandu, c'est-à-dire avec la superstition. Aujourd'hui, le gouvernement local de Springfield a mis en place une augmentation de 4% des frais de permis de construire locaux, dont les recettes sont destinées à financer un programme visant à fournir une assistance médicale aux personnes âgées. Ça, c'est avec la superstition. Sans la superstition, écoutez bien la différence. Aujourd'hui, un groupe d'extorqueurs locaux a menacé formellement toute personne effectuant des travaux de construction ou de rénovation à Springfield en exigeant une augmentation de 4% par rapport à ce qu'il avait déjà demandé à ces personnes. Les voleurs disent qu'ils ont l'intention de donner une partie de l'argent qu'ils saisissent aux personnes âgées. Est-ce que ça vous parle, ça, les amis? Vous voyez la différence entre la perception lorsque vous êtes conditionné par la superstition et la perception que vous avez de ce que vous proposent les gouvernements existants lorsque vous êtes débarrassé, libéré de cette superstition. Lorsque quelqu'un échappe à la superstition de l'autorité, ces schémas de pensée et donc ces schémas de discours, hein, notez bien l'expression schéma de pensée, qui sont comme des programmes, et donc ces schémas de discours changent radicalement. Il n'utilise pas les termes euphémiques qui confèrent une légitimité à la violence légale. Il décrit les collecteurs d'impôts comme ce qu'ils sont en réalité, des extorqueurs professionnels. Il décrit les responsables de l'application de la loi comme ce qu'ils sont en réalité, les hommes de main des politiciens. Il décrit les lois comme ce qu'elles sont en réalité, des menaces proférées par les politiciens. Il ne se décrit pas fièrement comme un contribuable respectueux de la loi, car il sait que ce terme signifie en réalité quelqu'un qui se laisse voler et contrôler par des mégalomanes assoiffés de pouvoir. Quelqu'un qui se laisse voler et contrôler par des mégalomanes assoiffés de pouvoir. Fin de paragraphe. Alors n'hésitez pas à continuer à réagir à ce que vous entendez. Dites-moi comment ça vous parle. Est-ce que vous avez un peu comme moi l'impression soudaine de finalement d'être à la fois plein d'espoir parce que le livre met tellement l'accent sur la cause des causes, pourrait-on dire. Alors merci Pascal d'avoir posté cette expression importante dans le paragraphe qui vient d'être lu, les schémas de pensée et donc de discours. Et puis la conclusion s'impose, hein, comme tu le dis César, il faut les destituer et surtout ne pas en nommer d'autres à la suite, hein, faut bien aller jusqu'au bout. Sortir de la superstition, oui, on peut le dire comme ça, Christine, intéressant, c'est sortir de la matrice. Alors on a tous des références un peu différentes, je ne sais pas si c'est référence à David Icke ou à quelqu'un d'autre, mais peu importe. Et puis, mégalomane assoiffé de pouvoir. Ça, c'était effectivement les derniers mots de ce paragraphe. Eh ben super, merci pour votre participation. Continuez, ça fait du bien, ça nous encourage. La plupart des étatistes ont du mal à imaginer un monde dans lequel il n'y a pas de machine centralisée tentant de contrôler tous les autres. Cependant, certains trouvent tout aussi difficile d'imaginer un monde dans lequel ils ne sont pas eux-mêmes contrôlés de force. L'idée de regarder le monde et de ne se sentir redevable de personne, de n'avoir aucune obligation d'obéir aux lois des autres, est totalement étrangère à tout ce qu'ils ont jamais envisagé. Aussi triste que cela puisse paraître, de nombreuses personnes ont beaucoup de mal à imaginer un monde dans lequel il n'y a personne à qui elles doivent s'incliner, aucune législature à laquelle elles doivent se soumettre, aucune loi ou règle qui puisse l'emporter sur leur propre conscience. De telles idées sont aux antipodes de ce qu'on en a appris à croire à presque tout le monde, et l'acceptation d'une vision aussi radicalement différente de la réalité est ressentie comme un profond réveil existentiel. Notez l'expression profond réveil existentiel.
Celui qui a échappé au mythe se dit à peu près ceci. Et là, ouvrez les guillemets. Est-ce qu'une personne ou un groupe de personnes a le droit d'exiger un paiement de ma part pour quelque chose que je n'ai pas demandé et que je ne veux pas financer? Quelle est votre réponse, les amis? Est-ce qu'une personne ou qu'un groupe de personnes a le droit d'exiger un paiement de ma part ou de la vôtre pour quelque chose que je n'ai pas demandé et que je ne veux pas financer? Quelle est la réponse à une telle question? Bien sûr que non. Si je ne commets pas d'agression contre qui que ce soit, par la force ou la fraude, selon vous, les amis, quelqu'un a-t-il le droit de me forcer à faire les choix qu'il souhaite que je fasse? Alors, dites-moi si vous vous respectez, parce que si vous vous respectez, je pense que la réponse, elle coule de source. Bien sûr que non. Ai-je le droit de résister à une telle agression? Là encore, vous avez la réponse avant que je vous la lise. Bien sûr. Est-ce qu'une personne ou un groupe de personnes possède des droits que je ne possède pas? Est-ce qu'une personne ou un groupe de personnes possède des droits que je ne possède pas? Vous connaissez la réponse. Bien sûr que non. Ai-je à tout moment, en tout lieu et en toutes circonstances, l'obligation de faire autre chose que ce que me dicte ma propre conscience? Qu'en pensez-vous, les amis? Ai-je à tout moment, en tout lieu et en toutes circonstances, l'obligation de faire autre chose que ce que me dicte ma propre conscience? Poser la question, c'est y répondre. Existe-t-il une situation dans laquelle les décrets ou les lois d'une supposée autorité pourraient m'obliger de quelque manière et à quelque degré que ce soit à abandonner mon libre arbitre, ou à ignorer mon propre sens du bien et du mal? Quelle est votre réponse? Je suis sûr que vous avez la réponse. Existe-t-il, je répète la dernière phrase, une situation dans laquelle les décrets ou les lois d'une supposée autorité pourraient m'obliger de quelque manière et à quelque degré que ce soit à abandonner mon libre arbitre ou à ignorer mon propre sens du bien et du mal? Vous avez compris la réponse? Bien sûr que non. Voilà. Et merci pour votre participation sur le chat, hein. On a les non, 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 non. Merci à vous. On arrive au paragraphe suivant qui est, pas cliquer au bon endroit, qui concerne l'enseignement de la morale vs l'enseignement de l'autorité. Et on est maintenant à un peu plus d'une heure d'émission. Merci de nous rejoindre, de Down Dark Side of the Moon. Voilà, plus on est nombreux à écouter cette émission, évidemment, plus on va être efficace dans ce collectif. Déjà, on n'est pas des personnes, mais des êtres naturels vivants. Merci pour ta remarque. Et donc, n'hésitez pas à partager évidemment tous vos connaissances déjà, vos réactions et puis comment vous le ressentez. Et bien sûr, bonsoir à Dawn Dark Side of the Moon. On est toujours une bonne vingtaine à l'heure où je vous parle, ce qui par rapport aux émissions précédentes constitue en soi un progrès. Merci de permettre que ce le soit. C'est évidemment grâce à vous qui êtes là. Nous sommes figés par la loi naturelle et le reste n'est que superstition. Merci également de le dire ainsi. Alors, enseignement de la morale vs enseignement de l'autorité. Il est communément admis que si l'on n'apprend pas aux enfants à respecter et à obéir à l'autorité, ils deviendront, notez bien, comme des animaux sauvages, volants, agressants, etc. Là, on semble oublier qu'il y a quand même une loi assez de bon sens qui est que la plupart des enfants, dans une grande mesure, imitent ce qu'ils voient, c'est-à-dire qu'il s'agit là non pas d'enseigner quelque chose, mais d'être exemplaire. Je poursuis le paragraphe. Mais être obéissant en soi signifie simplement qu'au lieu d'utiliser son propre jugement, l'individu s'en remettra à celui de ceux qui recherchent et acquièrent des positions de pouvoir. Certaines des personnes les plus immorales, corrompues, insensibles, malveillantes et malhonnêtes de la planète. Je crois que inutile de vous dire qu'on a la preuve tous les jours, et pour ceux qui consultent nos posts sur la communauté YouTube sur les pas de Pierre et Léna, vous en avez chaque jour des nombreux exemples. Apprendre aux gens à être simplement obéissants n'empêche les comportements animaliers que si la prétendue autorité ne tolère pas elle-même et n'ordonne pas le vol et l'agression, comme tous les gouvernements de l'histoire l'ont fait, au nom de la fiscalité et de l'application de la loi. Deux mots à noter, fiscalité
et application de la loi, deux grandes armes de l'autorité. De toute évidence, enseigner l'obéissance n'aide pas la civilisation si ceux qui donnent les ordres commandent les comportements qui nuisent à la société, les actes d'agression contre des innocents. L'idée que la soumission généralisée est bonne pour la société repose sur l'hypothèse manifestement fausse que les personnes en position de pouvoir sont moralement supérieures à toutes les autres. Notez bien cette phrase, l'idée que la soumission généralisée est bonne pour la société repose sur l'hypothèse manifestement fausse que les personnes en position de pouvoir sont moralement supérieures à toutes les autres. Il devait être évident que le fait que la plupart des gens ignorent leur propre conscience et confient aux hommes politiques le soin de faire leur choix à leur place ne rendra pas la société plus sûre ou plus vertueuse. Au contraire, cela ne fera que légitimer des actes qui entravent la coexistence pacifique entre les hommes. Fin du premier paragraphe. Merci pour votre participation. Alors, César a noté le mot escroc, c'est les pires commentaires, et puis également des essences divines incarnées sur Terre, et puis les humains de la planète Terre. Merci pour la restitution des mots, des expressions employées. Et vous êtes toujours 22, super. On va terminer avec une belle équipe ce soir. Commentaire de Down Dark Side of the Moon. Stanley Kubrick n'aurait pas plutôt mieux fait un Shining quand on réfléchit bien. C'est le même scénario, mais à niveau national. Donc, merci en tout cas pour ta réflexion. Et puis, c'est en tout cas l'impression que ça me fait. Donc, on est au moins deux, Boussad, Chabani. Ce livre, c'est une dynamite. J'avoue que c'est en train littéralement de bousculer mon cerveau dans tous les sens. Non pas que j'ai pas d'abord réfléchi à tous ces thèmes, mais avec différents auteurs dont je dois dire à ce jour aucun n'était allé, à mon sens, aussi loin que ne l'a fait l'auteur du livre L'Arconne Rose. Prenons l'analogie d'un robot. Prenons l'analogie d'un robot qui est programmé pour faire tout ce que son propriétaire lui demande de faire, que ce soit productif ou destructif, civilisé ou agressif. C'est comme si un enfant apprenait à respecter l'autorité. Que le robot ou l'enfant obéissant finisse par devenir un outil de destruction et d'oppression dépend entièrement de la personne qui finit par donner les ordres. Si au contraire, on enseigne aux enfants le principe de la propriété de soi, notez bien ça, vous avez des enfants, les amis, c'est très important. Si au contraire, on enseigne aux enfants le principe de la propriété de soi, l'idée que chaque individu appartient à lui-même et ne doit donc pas être volé, menacé, agressé ou assassiné, alors la première vertu de l'obéissance n'est absolument pas nécessaire. Réfléchissez à ce qui est le plus susceptible de conduire à une société juste et pacifique. Des milliards de personnes à qui on apprend les bases de la moralité humaine, par exemple le principe de non-agression, ou des milliards de personnes à qui l'on apprend simplement à obéir, dans l'espoir que les quelques personnes qui finissent par prendre les rênes donneront de bons ordres. S'il est difficile d'imaginer ce qui se passerait dans ces deux scénarios, il suffit de regarder l'histoire pour voir ce qui s'est passé. Moi, à la lecture de ce livre, j'ai vraiment le sentiment que chaque mot, vous voyez, est pesé, et c'est vous dire à quel point il est important de restituer, de noter les mots, les expressions employées pour que nous gagnions un peu du temps dans ce déconditionnement, parce que ça prend du temps de se déconditionner. C'est pas, hélas, suffisant de lire le livre, il faut le lire comme je vous le propose, je suppose, de manière active et interactive, et surtout le retransmettre autour de soi. Tout à fait. Dit autrement, Christine, les solutions sont en nous et non à l'extérieur. Tout à fait. Je vais imprimer les pages téléchargées avant que Google réinitialise mon iPhone. En tout cas, moi j'imprime. Je ne vous lis pas sur un écran. Le texte de ce livre, je vous le lis sur un papier écrit, quoi. Imprimé par mes soins. Quand il détruit le seul moyen de communication, à savoir la CB dans Shining, que je n'ai pas vu, c'est Thierry Breton qui commence à contrôler la communication en France. Merci pour tes réflexions.
Alors, même des dirigeants choisis au hasard, hein, on retrouve un des principes d'Étienne Chouard, hein, de ce tirage au hasard, en référence, je crois, à la démocratie, si je me trompe, corrigez-moi, athénienne, mais même des dirigeants choisis au hasard, lorsqu'ils sont autorisés à contrôler de force tous les autres, seront rapidement corrompus et deviendront des tyrans. Mais les personnes moyennes et honnêtes ne sont pas celles qui désirent avoir du pouvoir sur les autres. Si vous êtes des personnes moyennes et honnêtes, et il n'y a rien comment dirais-je, il n'y a pas de discrédit dans cette phrase, eh bien, vous n'êtes pas parmi les gens qui désirent avoir du pouvoir sur les autres. En tout cas, c'est vraiment mon cas, je n'ai aucune envie d'avoir du pouvoir sur les autres. Ceux qui recherchent et obéissent et obtiennent le pouvoir sont généralement déjà, écoutez bien, des narcissiques et des mégalomanes, des personnes qui ont une soif de pouvoir sans fin et qui aiment l'idée de dominer les autres. Et le désir de domination n'est jamais motivé par le désir d'aider ceux qui sont dominés, mais toujours par le désir de renforcer le pouvoir de celui qui contrôle aux dépens de ceux qu'il contrôle. Pourtant, on continue à affirmer que l'individu moyen, s'il était guidé uniquement par sa propre conscience, serait moins digne de confiance, moins civilisé, et moins moral que s'il mettait de côté sa propre conscience et faisait aveuglément tout ce que les tyrans du monde lui disaient de faire. Si chacun s'en remettait à son propre jugement, ce serait par définition l'anarchie, tandis que l'obéissance généralisée à des tyrans autoritaires constituerait par définition la loi et l'ordre. Notez le contraste radical entre les connotations habituelles de ces termes. Anarchie semble effrayant et violent, loi et ordre semblent civilisés et justes, et les résultats réels de l'obéissance à la conscience par rapport à l'obéissance aux dirigeants. Le niveau de mal commis par des individus agissant de leur propre chef est complètement éclipsé par le niveau de mal commis par des personnes obéissant à une autorité perçue comme telle. Vous voyez, il y a vraiment une densité d'informations dans chaque paragraphe, les amis, ça vaudrait le coup que chacun relise à voix haute, hein, chaque paragraphe en faisant des allers-retours entre le texte sur un document que vous aurez imprimé, et puis une personne en face de vous à qui vous restituez ce texte en la regardant droit dans les yeux, quoi. C'est-à-dire que vous avez porté ce texte en vous, vous n'êtes plus en train de lire un papier, quoi. C'est vraiment important pour l'intégration. Alors, merci pour votre participation. Je lis volontiers. Si tu n'as pas vu ce film, je te le conseille. Je t'oblige à rien. Ben, merci. Mais tu pourrais mieux savoir ce que je veux dire. Ben, bien évidemment. Donc, à voir. Voilà. C'est toujours des choix. Le temps qu'on passe sur telle ou telle chose, tout est en nous. Merci de le rappeler encore et encore. Exactement en nous. Voilà. Et ben, ça fait plaisir de voir qu'on est au moins plusieurs personnes d'accord sur ce point, mais après, ce qui est bien, c'est d'arriver à, vous voyez, à détailler tout ça, de le décliner. En tout cas, moi, j'adore ce livre qui me donne beaucoup, beaucoup d'inspiration. Bien que beaucoup pensent qu'enseigner l'obéissance à l'autorité est synonyme d'enseigner le bien et le mal, écoutez bien, une phrase encore lourde de sens, bien que beaucoup pensent qu'enseigner l'obéissance à l'autorité est synonyme d'enseigner le bien et le mal, les deux sont en fait opposés. Il est très important d'enseigner aux enfants à respecter les droits de chaque être humain et de leur apprendre que l'agression est intrinsèquement mauvaise. Mais leur enseigner que l'obéissance est une vertu et que le respect de l'autorité est un impératif moral les amènera en grandissant soit à prôner une agression généralisée à grande échelle, soit à participer à une agression généralisée à grande échelle. Tous les étatistes font l'un ou l'autre ou les deux. En fait, l'enseignement de l'obéissance entrave considérablement le développement social et mental des enfants. Est-ce que vous vous en rendez compte si vous avez des enfants, les amis? Après avoir grandi dans une situation où ils étaient contrôlés par d'autres, récompensés pour leur obéissance et punis pour leur désobéissance, s'ils s'échappent un jour à cette situation, ils n'auront eu que peu ou pas de formation et peu ou pas d'expérience ou de pratique sur la manière de penser et d'agir à partir d'une morale et de principes. N'ayant jamais exercé leur jugement individuel et leur responsabilité personnelle, sachant seulement comment faire ce qu'on leur dit, ils seront comme des singes dressés qui se sont échappés, mais qui n'ont aucun moyen de faire face à une vie de liberté.
Si leur éducation a été modelée principalement par des figures d'autorité contrôlantes, les gens deviennent existentiellement perdus si ce contrôle disparaît. Fin pour ce paragraphe. On a encore deux petits paragraphes pour continuer à clarifier ce thème d'enseignement de la morale vs enseignement de l'autorité. Et comme tu le fais remarquer, César, évidemment, les enfants sont conditionnés à l'école. Mais n'oublions pas le rôle que les parents peuvent jouer auprès de leurs enfants, même si l'école fait tout, me semble-t-il, pour leur retirer de plus en plus ce rôle et de leur dire mais faites-nous confiance, on va prendre votre rôle. Et Dieu sait que être parent n'est pas forcément toujours un rôle facile, mais de là à s'en décharger sur des pires que nous, vous comprenez bien l'importance des choix qui se présentent à vous. En bref, les personnes formées pour obéir à l'autorité ne savent pas comment être des êtres humains indépendants, très important. En bref, les personnes formées pour obéir à l'autorité ne savent pas comment être des êtres humains indépendants, souverains et responsables, encore un terme essentiel, parce que toute leur vie, elles ont été intentionnellement et spécifiquement formées à ne pas suivre leur propre conscience et à ne pas utiliser leur propre jugement. Ainsi, les endoctrinés, lorsqu'ils s'échappent d'un cadre de contrôle institutionnalisé, l'école, hallucine une autre autorité pour prendre sa place, le gouvernement. Les singes qui s'échappent construisent simplement une nouvelle cage et y sautent avec empressement, car c'est tout ce qu'ils connaissent et tout ce qu'ils ont toujours connu. Dans un monde dépourvu du mythe de l'autorité, en revanche, on pourrait apprendre aux enfants à être moraux au lieu d'être simplement obéissants. On pourrait leur apprendre à respecter les gens au lieu de respecter le monstre inhumain et violent qu'est le gouvernement. On pourrait leur apprendre que c'est à eux non seulement de faire ce qu'il faut, mais aussi de trouver ce qu'est ce qu'il faut. Ainsi, ils pourraient devenir des adultes responsables, réfléchis et utiles, membres d'une communauté pacifique et productive, au lieu de devenir un peu plus que du bétail dans les fermes des tyrans. Notez cette expression finale pour ce thème, au lieu de devenir un peu plus que du bétail dans les fermes des tyrans. Alors, merci pour vos restitutions. Vous savez à quel point c'est important. Eh bien, écoutez, on arrive à notre dernier paragraphe pour cette émission déjà fort copieuse. On en est un peu plus d'1 h 15. Un paragraphe qui va être encore bien détaillé, les amis. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va sans doute au moins aller jusqu'à 1 h 30, voire plus. Alors, le dernier thème pour aujourd'hui, merci d'être aussi nombreux, à bientôt 22 h 47, ou plutôt exactement. Eh bien, le dernier paragraphe pour aujourd'hui, c'est pas de plan directeur. Alors évidemment, plus j'avance, parce qu'évidemment, c'est cette partie 4 qu'on attendait tous, hein, la description d'un monde sans superstition. Eh bien justement, on va voir ce que ça donne une société dans laquelle il n'y a pas de plan directeur. Si demain, par miracle, tout le monde abandonnait la croyance en l'autorité, la grande majorité des vols, des agressions et des meurtres dans la société cesseraient immédiatement. Est-ce que vous arrivez à vous représenter ça, les amis? Si demain, par miracle, tout le monde abandonnait la croyance en l'autorité, la grande majorité des vols, des agressions et des meurtres dans la société cesseraient immédiatement. Toutes les guerres cesseraient. Tous les vols commis au nom de la fiscalité s'arrêteraient. Toutes les oppressions commises au nom de la loi cesseraient. Le peuple dans son ensemble, y compris les auteurs, les victimes et les spectateurs de l'oppression, ne considérerait plus ces actes d'agression comme légitimes. Paragraphe suivant. Mais il y aurait aussi un autre changement, moins immédiat. La croyance en l'autorité est, par essence, écoutez bien, une cage psychologique. Vous voyez cette équivalence logique en quelque sorte. La croyance en l'autorité est, par essence, une cage psychologique. Elle entraîne les gens à croire qu'ils n'ont pas besoin de juger ce qui est bien ou mal. Autrement dit, qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre à penser par eux-mêmes, qu'ils n'ont pas besoin de prendre sur eux de réparer la société, que tout ce qu'on attend d'eux est qu'ils jouent selon les règles et fassent ce qu'on leur dit tout en se tournant vers les dirigeants et les législateurs pour régler les problèmes de la société.
voyez, tout est fait pour nous rendre dépendants de gens censés mieux savoir que nous où est le bien et le mal. En bref, la croyance en l'autorité forme les gens à ne jamais grandir, à toujours voir le monde comme le voient les enfants, un endroit incompréhensiblement compliqué qui est et sera toujours la responsabilité de quelqu'un d'autre. Quel que soit le problème, pauvreté, criminalité, maladie, problèmes économiques ou environnementaux, les étatistes endoctrinés sont toujours à la recherche d'un nouveau leader à élire qui promettra d'arranger les choses. Et comme chacun le sait, les promesses n'engagent que ceux et celles qui y croient. D'une certaine manière, un monde d'autoritaires fonctionne exactement comme une salle de classe de maternelle. Si quelque chose ne va pas, si quoi que ce soit sort du programme prévisible, planifié à l'avance et contrôlé de manière centralisée, les enfants demandent à l'enseignant de tout arranger. L'environnement autoritaire d'une salle de classe apprend aux enfants qu'ils ne sont jamais responsables, que ce n'est jamais à eux de décider ce qu'il faut faire. En fait, on les décourage fortement de penser ou d'agir par eux-mêmes. Après tout, s'ils étaient autorisés à penser et à prendre leurs propres décisions, la première décision que la plupart d'entre eux prendraient serait de quitter la classe. Écoutez bien, après tout, s'ils étaient autorisés à penser et à prendre leurs propres décisions, la première décision que la plupart d'entre eux prendraient serait de quitter la classe. Paragraphe suivant. De même, on répète constamment aux adultes autoritaires qu'il ne faut pas se faire justice soi-même. Les gens sont formés à appeler les autorités chaque fois qu'il y a un conflit ou un autre problème, puis à faire docilement tout ce que les agents du gouvernement leur disent de faire. En cas de litige entre des personnes, on leur dit qu'elles doivent toujours se tourner vers les maîtres, que ce soit en appelant la police, en se rendant dans des tribunaux autoritaires pour régler les différends. Lorsqu'ils discutent des défis sociétaux, les sujets bien formés de l'État parlent en des termes tels que ils devraient adopter une loi ou ils devraient mettre en place un programme gouvernemental. Ils considèrent leur vie comme faisant partie d'un gigantesque plan directeur centralisé et il s'ensuit logiquement que s'ils veulent que leur vie soit améliorée, la solution consiste à demander au planificateur de modifier le plan. Ce point de vue est totalement ancré dans les mentalités que de nombreuses personnes ne peuvent littéralement pas comprendre. Ce point de vue est tellement ancré dans les mentalités que de nombreuses personnes ne peuvent littéralement pas comprendre l'idée que des individus puissent vivre dans leur vie sans faire partie du plan d'ensemble de quelqu'un d'autre. Fin de ce paragraphe. C'est ce que démontre la réaction habituelle des autoritaires à l'idée d'une société sans dirigeants. Presque sans exception, un étatiste qui réfléchit à une société sans État commencera par demander comment les choses fonctionneront sans classe dirigeante. Il ne pose pas cette question simplement parce qu'il est curieux de savoir comment les routes, la défense, le commerce, la résolution des conflits et d'autres choses pourraient fonctionner sans gouvernement. Il pose cette question parce qu'il a toujours été formé à considérer l'existence humaine dans le cadre d'un plan directeur centralisé, imposé par la force, et qu'il est littéralement incapable de penser en dehors de ce paradigme. Il demandera donc comment les choses fonctionneront sous l'anarchie et parlera de système, imaginant qu'il s'agit d'un nouveau type de plan directeur à infliger aux masses, alors que bien sûr, c'est exactement le contraire, une absence totale de plan centralisé imposé par la force. Mais un plan global pour l'humanité est tout ce que l'étatiste a jamais considéré. Et c'est souvent tout ce qu'il peut comprendre. L'idée que personne ne sera en charge, que personne n'établira les règles pour tous les autres, que personne ne planifiera ou ne gérera l'humanité dans son ensemble et que personne ne dira à l'étatiste ce qu'il doit faire est tout simplement quelque chose que la plupart des autoritaires n'ont même jamais imaginé. Le concept leur est si peu familier qu'ils ne savent même pas comment le traiter. Elles essayent donc désespérément de faire entrer l'idée d'anarchie, une société sans État, dans le moule d'un plan directeur. Un paragraphe très important. Alors merci pour votre force d'attention parce que c'est vrai que c'est une émission extrêmement dense ce soir. Alors merci pour vos restitutions, pour vos réactions. Etatis pour des béni oui oui.
réaction de Dawn Dark Side of the Moon, certains militaires, policiers, gendarmes et CRS commencent à démissionner en masse. Eh bien oui, ça fait plaisir. Le français ne se reconnaît plus dans ceux qui les gouvernent. Merci pour toutes ces participations que vous avez sur le chat. Alors, il nous reste deux pages imprimées. Il y a une parenthèse qui s'ouvre pour un long paragraphe qui se referme donc juste en fin de paragraphe. Je vous le lis. Paragraphe suivant. Cette pensée contradictoire, celle qu'on vient d'évoquer dans le paragraphe précédent, n'est que renforcée par ceux qui portent l'étiquette, écoutez bien, d'anarcho-communiste. Il s'agit bien d'une étiquette, ce qui s'étiquette ainsi. Ce terme implique qu'il n'y aurait pas de classe dirigeante et que la société serait organisée en un système collectiviste. Bien entendu, si un groupe revendique le droit d'imposer par la force un tel système à tous les autres, il s'agit d'autoritarisme, et la partie anarcho du terme ne s'applique donc pas. Une autre possibilité est que ceux qui se qualifient d'anarcho-communistes espèrent simplement qu'en l'absence d'une classe dirigeante, chaque individu sur la planète choisira librement de participer à des communes ou à des collectifs, ce qui bien sûr n'arrivera pas. Enfin, peut-être que les anarcho-communistes choisiraient pour eux-mêmes de faire partie d'une commune, mais permettraient aux autres de choisir d'autres arrangements. En fin de compte, le terme anarcho-communiste n'a guère de sens et est en fait un symptôme d'autoritarisme. Même lorsqu'il prône une société sans État, certains imaginent automatiquement qu'il doit y avoir un système ou un plan global, un grand projet, une forme de gestion sociétale qui doit être imposée à l'ensemble de l'humanité. Fin de cette parenthèse. Alors, j'espère que vous êtes toujours là. Tenez bon, les amis, on arrivera jusqu'au bout de cette émission très dense. Vous êtes encore 18 à mon compteur et c'est superbe. À plus de, ou bientôt plutôt, 23 heures. La vérité est qu'avec ou sans le mythe de l'autorité, personne ne peut garantir la justice ou la prospérité, ni prédire tout ce qui peut arriver, ni connaître tous les problèmes qui peuvent se poser, ni savoir comment les résoudre. La différence est que ceux qui croient en l'autorité continuent de prétendre, malgré les preuves accablantes du contraire, qu'un système de contrôle autoritaire peut garantir la sûreté, la sécurité, la prospérité, l'équité et la justice. Écoutez les amis, je vous invite à ouvrir les yeux, mais si vous êtes là, c'est que vous avez déjà fait ce bilan de ce que nous apportent les systèmes autoritaires. En revanche, ceux qui ont abandonné la superstition la plus dangereuse ne prétendent plus qu'il est possible de contrôler tout et tout le monde par le biais d'un quelconque système. Bizarrement, malgré le degré presque incompréhensible de désastre économique, de souffrance humaine et d'oppression de masse que la croyance dans le gouvernement a causé à maintes reprises, les partisans de l'autoritarisme insistent toujours pour que ceux qui s'opposent à l'étatisme soient capables de décrire dans les moindres détails comment tout fonctionnerait dans la société en l'absence de gouvernement, de sorte que rien de mauvais ne puisse se produire. Et s'ils n'y parviennent pas, ce qui n'est évidemment le cas de personne, l'étatiste proclame alors que c'est la preuve que l'anarchie ne fonctionnera jamais. Encore un paragraphe qui mériterait d'être lu et relu. Alors, notez quelques mots, on a entendu parler dans ce programme évidemment d'anarchie. Ça a commencé par la vérité. Ça a parlé encore de mythe de l'autorité. Évidemment, on a parlé encore du mot gouvernement. Vous ne risquez pas de vous tromper en postant ce mot quasiment à chaque paragraphe. Et puis, on a parlé des partisans de l'autoritarisme. Partisans de l'autoritarisme. Et puis, on a parlé évidemment de système. Et on a parlé évidemment de preuves accablantes que l'autorité, telle que nous la connaissons depuis sans doute des millénaires, eh bien, ne fonctionne pas. Et comme chacun sait, quand ça ne fonctionne pas,
prétendre résoudre un problème en faisant encore plus de la même chose n'a jamais été une solution. On a vu ce qu'occasionnait donc ce système, hein, on a noté quelques exemples, désastres économiques, souffrances humaines, oppression de masse, et ainsi de suite. Alors, plutôt qu'une conclusion rationnelle, une telle idée est le symptôme d'une dépendance mentale, notez bien ça, dépendance mentale profondément ancrée, et de la peur de l'inconnu. Les étatistes veulent la promesse qu'une entité omnisciente et toute puissante, les étatistes veulent la promesse qu'une entité omnisciente et toute puissante s'occupera d'eux et les protégera de tous les malheurs possibles et de toutes les mauvaises personnes dans le monde. Le fait que les hommes politiques fassent de telles promesses, hein, notez ce mot promesse qui revient dans ce presque dernier paragraphe, le fait que les hommes politiques fassent de telles promesses depuis toujours et qu'ils ne les aient jamais tenues parce qu'elles sont manifestement ridicules, n'empêche pas les étatistes de vouloir entendre cette promesse. Peu importe le nombre d'échecs cuisants des solutions autoritaires, la plupart des gens continuent de penser qu'un autre plan gouvernemental est la seule solution. Ce qu'ils veulent, c'est la garantie qu'une entité toute puissante, extérieure à eux-mêmes, veillera à ce que leur vie soit confortable et sûre. Ils ne semblent pas se soucier ni même remarquer que de telles garanties ne se réalisent jamais et que quiconque prétend avoir le pouvoir de faire une telle garantie est soit un menteur incroyablement audacieux, soit un fou. Néanmoins, parce que les anarchistes et les volontaristes ne feraient jamais la promesse absurde que sans gouvernement rien de mal n'arrivera jamais, la plupart des étatistes restent terrifiés par l'idée d'une société sans État. Alors, il nous reste à vous lire une note personnelle de l'auteur et un dernier paragraphe. Bravo d'avoir tenu jusqu'ici. Merci pour votre participation. Merci Pascal d'avoir relevé l'expression peur de l'inconnu, d'avoir relevé le mot ridicule, ne se réalise jamais. Et puis, on va aborder une note personnelle de l'auteur, encore une longue parenthèse qui s'ouvre. Donc, nous dit l'auteur, je vous rappelle l'Arconne Rose, j'ai constaté que chaque fois que le sujet d'une société sans État est abordé dans mes discussions avec des étatistes, il commence presque toujours à poser des questions à la voix passive. Comment ceci va-t-il se faire? Comment ceci, comment cela va-t-il se passer? Ils parlent comme si, lorsqu'il s'agit de leur propre vie, ils n'étaient que des spectateurs attendant de voir ce qui va se passer. C'est parce que, pendant leurs années de formation, en particulier à l'école, ils n'ont été que des spectateurs. Les scénarios de leur vie ont été écrits par d'autres. Leur destin a été déterminé et décidé par l'autorité et non par eux-mêmes. Alors, pour tenter de les sortir de cet état d'esprit, lorsqu'ils me demandent quelque chose comme « En cas d'anarchie, comment va-t-on s'y prendre ?» Je réponds, notez bien, ça va nous servir à tous, hein. Si vos amis vous demandent en cas d'anarchie comment va-t-on s'y prendre, eh bien nous allons répondre, vous allez répondre, comment feriez-vous? Lorsqu'ils demandent, notez bien, très important, ces tournures de langage, comment ferait-on face à ce problème potentiel? Je demande, que feriez-vous à ce sujet? Très important, hein, ces suggestions. Et ils sont généralement capables de trouver des idées de but en blanc qui sont meilleures que n'importe quelle solution autoritaire. Le problème n'est pas qu'ils sont incapables de se prendre en charge, de gérer leur avenir. Et en fait, l'avenir du monde, le problème est qu'il ne leur est jamais venu à l'esprit qu'ils sont déjà en charge d'eux-mêmes, de leur avenir et de l'avenir du monde. Fin de parenthèse de cette note de l'auteur. Alors, les mots, les expressions employées, comment feriez-vous? Oui, bravo Pascal, super, ça nous aide bien de pouvoir le lire. Et puis, la plupart d'entre nous, probablement pas dans cette émission, mais de ceux que nous rencontrons, se sont toujours contentés d'être des spectateurs, de n'avoir aucune velléité véritablement, de faire plus que de participer, d'être responsable de leur propre vie. Et puis, effectivement, le mot société sans État a été utilisé par l'auteur. Et puis, surtout, nous dit César, ne rien faire de nouveau est
copier et puis pour remonter aux réflexions de Down Dark Side of the Moon, je dirais mieux hypnotisation, digitalisation, transhumanisation. Eh bien, bravo pour votre participation à cette heure maintenant relativement avancée, puisque 1h34, ça demande déjà une bonne capacité d'attention et de concentration. Eh bien, je vous rassure, on va terminer avec ce dernier paragraphe, non sans avoir félicité chaudement tous ceux qui ont pu persévérer dans la compréhension de cet ouvrage, parce qu'il y a toujours une étape préalable avant de savoir si on est d'accord ou pas avec quelque chose, c'est déjà de comprendre ce que peut nous apporter cette nouvelle pensée, et on y va ainsi, étape par étape. En tout cas, à ce jour, c'est certainement la pensée la plus, comment dirais-je, audacieuse que j'ai jamais lue. Donnez-moi une équerre et une truelle et je pourrais peut-être vous répondre. Merci pour vos réflexions. Et puis celle de Christine, et oui, car ils remettent leur pouvoir à d'autres, les politiques, les sauveurs. Voilà, je vois que ça vous parle, ça n'est que du bonheur, les amis. Alors, dernier paragraphe, celui qui comprend que l'autorité est un mythe n'a aucune obligation d'expliquer comment chaque aspect d'une société libre fonctionnerait. Ne nous créons pas des obligations inutiles, les amis. Pas plus que celui qui dit que le Père Noël n'existe pas n'a l'obligation d'expliquer comment Noël fonctionnera sans lui. Cependant, les étatistes insistent souvent comme condition pour ne serait-ce qu'envisager la possibilité d'une société sans État pour que quelqu'un leur explique comment chaque aspect de la vie de chacun fonctionnera sans gouvernement. Bien sûr, personne ne sait, avec ou sans le mythe du gouvernement, ce qui se passera. Et il est absurde de s'accrocher à un mythe manifestement faux et contradictoire qui a lui-même conduit à des meurtres, des extorsions et des oppressions à grande échelle, parce que quelqu'un n'a pas réussi à décrire en détail un monde parfait sans le mythe. Les gens peuvent faire des suggestions ou des prédictions sur la façon dont les différents aspects d'une société libre fonctionneraient sans l'implication de l'autorité, et de nombreux traités savants sont exactement cela. Mais une fois que quelqu'un a vraiment compris la folie inhérente à toute croyance en l'autorité, il ne reviendra jamais à accepter le mythe indépendamment de ce qu'il pense qu'il pourrait arriver sans lui. Pas plus qu'un adulte ne reviendrait à croire au Père Noël parce qu'il ne sait pas si Noël fonctionnerait sans lui. Fin de cette émission avec ce dernier paragraphe. Un grand bravo à toutes et à tous d'avoir été ici jusqu'au bout pour bien comprendre que ce n'est pas quelque chose d'inaccessible d'imaginer de traverser cette peur de l'inconnu lorsqu'il n'y a pas un plan directeur déjà écrit. On pourrait donc considérer que ceux qui existent en tant que gouvernement font mine d'avoir un plan directeur, d'être capable de tout prévoir, mais qu'en réalité, ils ne savent pas plus que chacun d'entre nous ce qui va se passer. Ils font simplement mine de le savoir et prétendre dicter aux gens qu'ils peuvent se passer de se demander quelle serait la vie qu'ils aimeraient mener et quelles actions devraient-ils prendre pour pouvoir obtenir cette vie qu'ils aimeraient mener. En tout cas, j'espère que cette émission, comme c'est mon cas, vous a particulièrement inspiré. J'espère que vous allez appliquer évidemment les principes, hein, que la croyance est ce qui donne naissance à tout le reste. Hein. Le commentaire de cette petite fiche, c'est que le potentiel que nous mobilisons et les résultats que nous obtenons font partie d'un processus dynamique qui commence, le mot est essentiel, qui commence un processus donc dynamique qui commence par une croyance. Donc vous voyez que en fait ce schéma, il faut le voir un peu d'une manière pyramidale où la croyance est ce qui pilote tout ce qu'il y a au-dessous. Même si c'est présenté en carré, ben, ce qu'il y a au-dessous de la croyance, c'est le potentiel qui détermine les actions que nous entreprenons, en l'occurrence nos comportements, lesquels engendrent des résultats qui viennent renforcer notre croyance. Donc, vous voyez la difficulté de couper ce lien entre résultat et croyance. Et là, ça passe, me semble-t-il, par la désidentification à nos pensées. Ce n'est pas parce que nous pensons quelque chose que généralement on nous a appris à penser dans notre plus tendre enfance que cette chose est vraie. La pensée n'est donc pas synonyme de vérité. Eh bien, écoutez, les amis, j'espère que ça fonctionne pour vous. En tout cas, merci à Pascal pour ta participation indéfectible aux restitutions.
Bravo, nous dit-elle, et merci beaucoup. Et puis, dernière réflexion, il ne faut pas avoir peur. Merci pour tes phrases ironiques et bien d'autres réflexions encore que tu nous partages. Merci à toutes et à tous, en tout cas, d'avoir fait vivre cette émission par vos réflexions et surtout par votre présence. Je vous rappelle que, comme dans bien des domaines, cette émission ne serait rien sans vous et que maintenant la balle est dans votre camp pour partager le contenu d'aujourd'hui, un monde sans règles, penser différemment, parler différemment, enseignement de la morale vs enseignement de l'autorité, pas de plan directeur. Et pour cela, vous avez ce modus operandi qui s'appelle lecture à haute voix. Les amis, passez une excellente nuit. Je vous rappelle qu'on va se retrouver dès demain soir. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Demain, par définition, nous serons vendredi. Petit coup d'œil sur le sommaire qui nous attend demain. Tu te gouvernes, je me gouverne. Une autre société, des règles d'un autre type, une organisation sans autorité. Nul doute que ça va encore être excellemment passionnant. Je vous laisse, merci à toi, Tchel Gawad, merci à César. Donc demain, c'est mercredi, le rendez-vous est à 21h30 et je vous laisse en compagnie de notre générique final. Encore une fois, portez-vous de manière excellente, passez une excellente nuit et à tout bientôt. Et je l'espère, soyez nombreux demain, mercredi 23 août à 21h30. À tout bientôt les amis. Les barreaux des prisons pour nos frères.